LS enfilèrent habilement leur cagoule, puis appuyèrent sur l'accélérateur. Sur le pont, un câble d'acier jaillit soudainement du sol. Le fourgon blindé, incapable d'esquiver, ne put que se coller au câble et chuta vers le sol. Les braqueurs écrasèrent l'accélérateur et, à l'aide du crochet du véhicule, enfoncèrent la porte métallique. Armés de fusils automatiques, ils se ruèrent rapidement dans le fourgon et maîtrisèrent aussitôt les convoyeurs encore sous le choc. Mais ce qui les laissa perplexes, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les braqueurs avaient choisi ce fourgon de fond en route vers la banque, alors qu'il n'y avait aucun argent à l'intérieur. À ce moment-là, l'un des braqueurs courut sous le pont et tira brusquement sur une bâche. En dessous se trouvait un fourgon blindé strictement identique à celui qui venait d'être attaqué. Ils démontèrent ensuite le GPS du véhicule. Impossible à enlever, n'est-ce pas? Ils devaient l'installer sur leur propre véhicule en moins de 60 secondes. Sinon le centre de contrôle donnerait immédiatement l'alerte. Ce ne sont pas des bugs, c'est quelqu'un qui l'a conçu ainsi. Aussitôt, la braqueuse enfila rapidement l'uniforme, monta dans la voiture de sport et démarra en trombe. Le fourgon blindé suivit lentement derrière, comme prévu. À l'approche de la banque, elle tourna dans le parking souterrain voisin, tandis que le fourgon arrivait selon le plan devant la porte du coffre. En présentant le laissez-passer à travers la vitre d'observation, le garde n'y jeta qu'un coup d'œil avant de s'éloigner sur le côté. We are to kiss you for school. We are so bad, but it is so fake, Forrester Carolma. Peu après, le garde revint, l'air sérieux, et s'avança vers eux. Lizzie Nurse. Heureusement, tout se déroula sans accroc et ils entrèrent ainsi facilement dans le coffre. Ils remirent ensuite leurs masques et maîtrisèrent rapidement les employés à l'intérieur. Ils fixèrent la bombe préparée à l'avance sur la porte, puis se cachèrent prudemment de l'autre côté du fourgon. L'alarme retentit aussitôt dans le coffre. L'un des braqueurs se précipita à l'intérieur pour rafler frénétiquement l'argent, tandis que les deux autres assuraient la surveillance et gardaient les employés. Peu après, le complice lança 3 gros sacs de billets. Chacun en prit un sur son dos. Ils incendièrent ensuite le fourgon et, selon le plan, se dirigèrent vers l'autre mur où ils installèrent 2 autres bombes. Voyant cela, la braqueuse fit immédiatement un superbe demi-tour et recula la voiture devant ses complices. Tous les 3 chargèrent rapidement les sacs dans le coffre, puis partirent avec élégance sous les yeux incrédules des passants. Alors qu'un homme sortait son téléphone pour appeler la police, le canon froid d'une arme se retrouva pointé sur lui l'instant d'après. 3 individus masqués surgirent de nulle part. Armés de fusils automatiques, ils déclenchèrent un massacre frénétique dans le parking, tuant tout le monde en seulement 20 secondes. Pendant ce temps, les 4 braqueurs n'avaient absolument pas conscience de la gravité de la situation et poursuivaient encore leur plan initial. Ils se changèrent d'abord en costume flambant neuf, puis allumèrent des cocktails incendiaires à retardement fait maison, avant de repartir chacun dans 2 véhicules préparés à l'avance, se séparant dans des directions différentes. Ils pensaient pouvoir désormais profiter d'une vie luxueuse, sans savoir que la véritable crise ne faisait que commencer. La nuit tomba. Frank s'apprêtait à quitter les lieux en voiture lorsque 2 voitures de police surgirent brutalement derrière eux. Voyant cela, le petit frère sortit la tête et ouvrit le feu frénétiquement sur les policiers. Mais ceux-ci n'eurent aucune peur et accélérèrent au contraire pour se rapprocher. Sentant la situation tourner mal, le petit frère attrapa à la hâte une boîte de clous et la jeta sur la route. Les 2 voitures de police furent contraintes de s'arrêter. Cependant, Frank n'éprouvait aucune joie, car il ne comprenait absolument pas comment ils avaient été repérés. Alors qu'ils étaient tous 2 pris de panique, un puissant faisceau de phares les aveugla soudainement. Le véhicule derrière n'eut pas le temps d'éviter et percuta violemment leur voiture. Lorsque le petit frère reprit connaissance, il comprit aussitôt que quelque chose n'allait pas. Il saisit son arme et engagea un échange de tirs avec la police. Les coups de feu assourdissants réveillèrent rapidement Frank. Il sortit de la voiture en titubant et, profitant de la couverture de son frère, s'enfuit désespérément. Mais le petit frère n'eut pas la même chance. Il fut finalement abattu par la police et mourut sur place. Voyant cela, Frank sauta immédiatement du pont et atterrit dans une benne à ordures, sauvant ainsi sa vie de justesse. Le lendemain, le procureur général tint une conférence de presse et annonça que 8 personnes étaient mortes dans le parking, dont une femme qui s'avérait être une juge. Elle enquêtait depuis longtemps sur une organisation criminelle vieille de 30 ans et, une semaine plus tôt encore, elle avait arrêté l'un de ses membres grâce à des indices. Pourtant, à ce moment crucial, elle avait été assassinée dans le parking. Le parquet désigna donc Frank et les autres comme membres de cette organisation, affirmant que le braquage de la banque n'était qu'une couverture et que le véritable objectif était de tuer la juge afin d'interrompre l'enquête de la pole. L'enquête de la police. À ce moment-là, Frank était assis devant la télévision, le visage rempli d'incompréhension. Bien qu'ils aient braqué la banque, ils n'avaient jamais fait de mal à qui que ce soit du début à la fin.
Il était évident que quelqu'un cherchait à les piéger dans l'ombre. Pour ne pas être manipulé par ces forces obscures, il décida d'attendre que la situation se calme avant de découvrir la vérité. Mais à peine sorti de sa voiture, une foule de policiers surgit soudain et l'encercla. « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ?» Long Ji. C'est ainsi qu'il fut emmené au commissariat sans rien comprendre. Face aux accusations de la police, il hurla de désespoir. « Qui a vendu mon frère ?» Il s'est coupé les cheveux en 89 de côté. À ce moment-là, le chef sortit un rapport. The Prime Minister so formal said don't let me get to the region, come on back to Visa. Incapable de se défendre, Frank fut jeté en prison. Mais il ne se résigna pas, car il reçut une information selon laquelle Vic cherchait un moyen de l'aider à s'évader. Cette nuit-là, un codétenu alluma une mèche pour attirer l'attention des gardiens. Frank utilisa alors un fil de fer pour accrocher un tissu qui descendait d'en haut, à l'intérieur duquel se trouvait un téléphone. Il appela immédiatement Vic pour discuter du plan à venir. Le lendemain matin, un gardien entra soudainement dans sa cellule. Pour se protéger, Frank saisit le colis posé sur la table et se plaça près de la porte, écoutant attentivement les bruits extérieurs. Ce n'est que lorsqu'il n'entendit plus rien qu'il ouvrit le colis pour vérifier la bombe. Il souleva ensuite une dalle du sol et y plaça soigneusement l'explosif. Soudain, des pas retentirent dans le couloir. Il reposa aussitôt ses outils, prit une serviette et, lorsque le gardien vint l'appeler pour le repas, celui-ci le vit en train de faire des pompes sur le sol. Il échappa ainsi de justesse à la fouille. L'après-midi même, Vic se déguisa en femme du Moyen-Orient pour la visite. La seconde suivante, il sortit un fusil à pompe et le pointa sur la tête du gardien, puis installa une bombe sur la grande porte avant de tirer le gardien derrière un mur. Avec l'explosion, la porte de la prison vola en éclats et l'alarme stridente déchira le ciel. Au même moment, la braqueuse fonça directement en voiture dans la prison. Ils détruisirent le cadenas de la porte à coups de feu, puis prirent un gardien en otage pour pénétrer à l'intérieur. « Sortez, les autres, lâchez vos armes !» En entendant l'alarme, Frank comprit que l'opération avait commencé. Il utilisa immédiatement un matelas comme bouclier, fit exploser la porte de sa cellule, puis prit lui aussi un gardien en otage. Les deux groupes se retrouvèrent rapidement. Mais l'instant d'après, Vic força le gardien à ouvrir la cellule où étaient détenus les membres de l'organisation criminelle. Devant le regard perplexe de Frank, il expliqua qu'avec eux comme otages, la police n'oserait jamais tirer. Ils avancèrent prudemment jusqu'à l'entrée et découvrirent que la prison était déjà encerclée par un grand nombre de policiers. Pour bloquer la vue des snipers, ils donnèrent à chacun un parapluie noir comme couverture. Puis, devant tout le monde, Vic retira la goupille d'une grenade. Tant qu'il ne lâchait pas, personne ne survivrait. Le chef se cacha aussitôt à l'arrière. Alors que la situation était dans l'impasse, une policière s'avança soudain et proposa de se substituer à l'otage de Frank. Elle expliqua qu'elle soupçonnait depuis longtemps quelque chose d'anormal et qu'en enquêtant secrètement sur cette organisation, elle avait découvert que le tatouage d'un membre était exactement le même que celui du chef. Pour découvrir la vérité, elle devait protéger Frank afin d'obtenir davantage d'indices. Ils forcèrent alors ce membre de l'organisation à s'allonger sur le pare-brise et démarrèrent la voiture sous les yeux de tous. À la surprise générale, la police ne les intercepta pas. Alors qu'ils semblaient sur le point de s'en sortir, un accident survint. Malheureusement, ils ne l'écoutèrent pas, « Dépêchez-vous de venir ». Ultraman commença encore à être un peu excité. Ils n'eurent pas le temps de se disputer, car l'hélicoptère au-dessus d'eux les suivait de près. Ils entrèrent dans un tunnel où les attendait un nouveau véhicule préparé à l'avance. Mais lorsque Vic s'en approcha, une balle jaillit soudain de l'intérieur. Des hommes masqués apparurent brusquement et les prirent de court. La braqueuse, arme au poing, tenta de ramener Vic encore en vie, mais fut attaquée par derrière. En voyant cela, Frank, fou de douleur, lança la grenade qu'il tenait et engagea un échange de tirs violents, sans remarquer que le chef s'approchait discrètement par l'arrière. Celui-ci leva son arme et tira sur la policière. Heureusement, elle portait un gilet pare-balles et ne fut pas gravement blessée. Profitant de l'affrontement entre les hommes masqués et la police, elle monta dans la voiture et s'enfuit rapidement avec les deux autres. En chemin, sentant la mort approcher, Vic révéla la vérité. Il avait en réalité été acheté par le chef depuis longtemps. Le braquage de la banque servait à tuer la juge, puis à livrer la position de Frank pour l'envoyer en prison, avant d'éliminer les membres de l'organisation lors de l'évasion. Tout était orchestré par le chef, qui n'avait simplement pas prévu de devenir lui-même une cible. Voyant son dernier compagnon mourir sous ses yeux, Frank jura de tuer le chef pour se venger. Mais la policière lui arracha soudain l'arme de la ceinture. She succeed, but the kettle at Reger need to settle sort of back again. Conscient d'être seul et incapable de se venger par la force,
Il accepta la condition de la policière. Ils se rendirent alors chez un procureur général réputé pour sa droiture et son immense pouvoir. Une fois la vérité connue, il ferait forcément traduire le chef en justice. Cependant, peu après l'entrée de la policière dans la maison, le chef arriva lui aussi avec ses hommes. Frank sortit discrètement de la voiture et entra par la porte arrière. Ce qu'il vit brisa complètement sa vision du monde. Le procureur général était en réalité de mèche avec le chef. Il était évident que les anciens membres de l'organisation criminelle avaient désormais pris le pouvoir. Comprenant le danger, Frank quitta immédiatement la maison. Lorsque le groupe s'apprêtait à emmener la policière, il démarra brusquement sa voiture pour attirer leur attention. Il réussit à tuer le chef en le percutant, mais la policière perdit la vie dans l'opération. Sans alliés et libéré de ses chaînes, Frank décida de se venger à sa manière. Le lendemain, il suivit le procureur général à moto. Dès que celui-ci monta dans sa voiture, Frank passa à l'action. Il remit ensuite les preuves recueillies par la policière à des centaines de membres des forces de l'ordre. Il croyait fermement qu'il s'y trouverait des personnes justes capables de lui rendre justice, à lui et à ses compagnons morts, et d'accomplir ainsi le dernier vœu de la policière.